Philippe Poutou, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Bonjour Monsieur Poutou. Bonjour. Comment allez-vous depuis l'élection présidentielle, puisque vous étiez candidat, rappelons-le, le seul ouvrier d'ailleurs candidat à cette élection présidentielle. Depuis, nous sommes entrés en Macronie. Vous avez vu, le président Macron monte dans les sondages. Il remonte, ouais. Oui. Finalement, il réussit ? Je sais pas. C'est toujours pareil. Difficile d'analyser les sondages, mais nous en tout cas, les gens que je fréquente, ceux que je vois tous les jours dans les manifs ou ailleurs, c'est pas du tout de la sympathie qu'il y a pour le gouvernement Macron, pour Macron lui-même, quoi. Donc, mais cette mobilisation sociale, elle n'a pas ppris. Non, c'est vrai. Là, on peut quand même reconnaître qu'on n'a pas réussi, on a perdu même. Voilà. Donc, comment vous l'expliquez ça ? On l'explique qu'on n'était pas assez fort. C'est les enjeux, ils sont quand même, on le sait. Il y avait eu le mouvement contre la loi travail l'année dernière. Où on avait vu une mobilisation assez forte quand même, qui avait duré 4 mois, qui avait été dure, avec des confrontations avec la police. Et malgré cela, on n'avait pas réussi à faire reculer le gouvernement à l'époque. Et donc la loi, elle était passée. Donc ce coup-ci, on savait bien qu'il fallait faire encore plus fort. Et on a même fait moins fort. Donc voilà. Donc c'est logiquement qu'on n'arrive pas à faire reculer le gouvernement, mais c'est pas pour cela que on abandonne toute idée de contestation, de bataille sociale. Donc après, le problème pour nous, c'est celui de préparer la suite. Est-ce que ce ne sont pas ces formes de contestation sociale qui font un peu partie de l'ancien monde, descendre dans la rue entre République et Bastille? Est-ce que ça n'a pas fait son temps? Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres façons de contester justement? On pense qu'il faut d'autres façons. Maintenant, la manifestation, c'est utile pour se compter, c'est utile pour poser le problème, pour sensibiliser la population. Mais nous, on pense effectivement que il faut plus que ça. Il faut des occupations, il faut des grèves générales, un mouvement social profond qui permette, qui a pour objectif de bloquer le pays ou l'économie du pays. Donc évidemment, c'est la question de changer le rapport de force. Donc on se rend bien compte que les manifestations, ça ne suffit pas. Mais bon, ça reste quand même la base pour commencer un mouvement, pour s'organiser. On avait vu avec le mouvement contre la loi travail, encore une fois, qui avait débouché sur les occupations de place avec les nuits debout. Bon, c'est ces formes-là qu'on essaie de voir comment ça peut se construire. Mais ça pose le problème de toute façon à la base du moral qu'on a, de la confiance qu'on peut avoir entre nous, des équipes militantes, ou en tout cas aujourd'hui de la faiblesse des équipes militantes, et puis même globalement d'un climat de résignation où ça fait quand même pas mal d'années qu'on perd, ça fait pas mal d'années que finalement on n'arrive pas à avoir des victoires sociales qui marquent les esprits, donc du coup ça contribue à une sorte de logique de défaite qui s'ensuit et qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Mais parce que le modèle social français n'est pas ce que vous décrivez, peut-être qu'il y a simplement un rapport au réel. Les Français, ils commencent à comprendre quand même que on est dans un pays hyper réglementé, les gens sont protégés, la vie est socialisée, on dépense plus de 50% de la richesse créée dans la sphère publique. C'est pas le truc épouvantable que vous décrivez. Ça peut rassurer du monde, le fait qu'il n'y ait peut-être pas assez de manifestants, où il n'y ait pas beaucoup de grévistes aujourd'hui. Ça rassure. Ça rassure ce monde de possédants, de riches, d'ultra riches, parce qu'en fait, on le sent. D'ailleurs, il y a à la fois les inquiétudes à un moment donné de révolte, d'explosion sociale, parce qu'on voit bien les inégalités sociales. Et puis, mais comme il n'y a pas de contestation aujourd'hui énorme, ça peut rassurer, ça peut même vous faire dire ce que vous vous dites là. C'est-à-dire, finalement, le monde est pas si mal que ça. Les gens sont contents. Vous dites une chose et son contraire. Non, risque d'explosion sociale. Et vous venez nous dire il y a 3 minutes que vous n'avez pas réussi à mobiliser. Donc il y a un problème. Non, il y a la crainte quand même du côté des possédants, qui est à un moment donné ou à un autre. En tout cas, ils y pensent. Il peut y avoir des explosions sociales parce que vous dites l'inverse de la réalité. La réalité, c'est quand même les inégalités sociales qui augmentent. La pauvreté, le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 8 à 9 millions. Des gens qui arrivent plus à se loger, c'est 4, 5 millions. Des gens qui arrivent plus à se soigner, les services publics qui sont déréglementés. Il y a une marchandisation qui détruit aujourd'hui, y compris la santé, l'éducation, les transports. On le voit bien. Il y a plein d'indices aujourd'hui qui montrent que le monde va pas et que c'est de plus en plus dur pour des millions de gens. Et par contre, il y a un décalage, c'est vrai. Il y a un décalage entre une réalité d'appauvrissement, d'une brutalité de la crise aujourd'hui, et le décalage, c'est que du coup, il y a peu de révolte à côté de ça. Et c'est vrai que nous, on essaie de résoudre ce problème-là. C'est qu'on sait très bien qu'il y a du mécontentement, qu'il y a de la colère, il y a beaucoup de désarroi, beaucoup de sentiments d'impuissance. Et nous, ce qu'on essaie de faire au NPA et avec d'autres militants, d'autres organisations, qu'elles soient syndicales, associatives ou politiques, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se reconstruit, une confiance en soi, et puis à un moment donné, qu'il y ait une véritable révolte qui se mette en place et qui débouche sur des mouvements sociaux profonds. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, effectivement, et on n'est pas là aujourd'hui. Le fait que cette révolte ne débouche pas
loin. pour le moment sur une mobilisation sociale, c'est un boulevard pour Macron qui va continuer à réformer l'assurance chômage, les retraites. Là oui, bien sûr, c'est en plus la défaite du mouvement social contre les ordonnances Macron, ça ne peut qu'encourager Macron à aller encore plus loin. D'ailleurs, il dit, puis même il dit avec un certain cynisme parfois, avec une arrogance qui le caractérise bien, mais c'est pas le seul. On voit bien aussi tous les petits roquets qu'il a, les colons et compagnie qui commencent à faire les cow-boys, même par rapport à Notre-Dame-des-Landes. On voit bien qu'il y a une sorte de sentiment de force là, et puis qu'ils peuvent tout faire passer aujourd'hui. Donc ça, c'est le danger. Macron. C'est ça c'est un peu ce qui le caractérise. Il y a une sorte de tranquillité, toujours souriant, qui en même temps fait passer les pires saloperies. Non, j'ai pas vu. Non, mais je regarde pas tout le temps la télé. Parce que par exemple, il dit hier, j'ai réussi à faire la réforme que tout le monde voulait faire depuis 30 ans à propos de la réforme du droit du travail. Il a réussi, disons qu'il continue ce qui est en fait en route depuis très longtemps. Des attaques antisociales, des remises en cause du code du travail, c'est pas lui tout seul qui le fait, parce qu'on avait bien vu les discours de Sarkozy, on a bien vu avec Hollande, El Khomri et Macron d'ailleurs, qui était dans ce gouvernement-là, comment ils ont continué. Puis Macron, il en rajoute une couche. C'est vrai que là, cette couche qu'il rajoute, elle semble encore plus importante, parce que là, il y a quelque chose de très clair sur la remise en cause de certains aspects du code du travail. Donc, mais en fait, on assiste quand même depuis 30 ans à une même politique est en place, et puis chaque gouvernement en rajoute une couche. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'entre-temps, c'est plus de précarité pour des millions de salariés, c'est moins de protection, c'est beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus un niveau de vie de plus en plus bas. Donc le problème qui nous est posé encore une fois, c'est comment on réagit à ça, comment on riposte. Et c'est vrai dans les facs, ça prend pas, par exemple. Mais non, bien sûr, on aurait espéré que ça prendrait chez les jeunes dans les facs, et puis c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, ça marche pas. Mais ça c'est le problème d'un climat aujourd'hui. Mais il y a peut-être parce que le système qui a perduré jusqu'à maintenant, notamment à l'entrée de l'université, n'était pas bon, avec ce tirage au sort incompréhensible, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, il faut trouver bien un moyen de prendre, de sélectionner. Donc c'est la sélection par le hasard et non pas par le mérite. Peut-être que ce système-là aussi ne convenait pas aux étudiants eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils peut-être ils se mobilisent pas. Je pense qu'on paye cher des années et des années de recul, y compris donc au niveau de l'éducation, que ce soit de l'école, des collèges, jusqu'à la faculté, de moins en moins de moyens, une logique un peu de chacun pour soi de plus en plus, de concurrence entre tout le monde. Et puis voilà, puis il y a une sorte malheureusement à la fois de résignation et d'acceptation de ces logiques-là, comme si ça ne pouvait être que ça, comme si ça pouvait être que des histoires de pognon, de marchandisation, comme si ça pouvait être encore une fois les entreprises qui prennent le contrôle de tout ça. Il y a une sorte de fatalité, on pense, et une difficulté de réagir, de s'opposer, parce qu'on n'ose plus défendre autre chose. Même aujourd'hui, on n'ose plus défendre des services publics, on n'ose plus défendre la réduction du temps de travail, on n'ose plus défendre. C'est un peu ça qui se passe. Et il y a un reculoir tellement important qu'il y a une sorte on a un jeune étudiant, de grosse résignation. Donc juste pour finir, c'est qu'il y a aujourd'hui ce qui se passe, et nous on maintient, on va dire, le cap, ou en tout cas on défend cette idée que la contestation est à l'ordre du jour. Maintenant, il faut la construire, et c'est vrai qu'il manque aujourd'hui chez les jeunes comme chez les moins jeunes des militants, des organisations prêtes à la confrontation, et puis surtout en offrant une perspective politique à l'opposé de à l'opposé du libéralisme. Chez NPA, il y a de moins en moins de monde. On n'est pas très nombreux, ça c'est vrai. Ouais. Mais comme beaucoup d'organisations militantes. Est-ce que vous n'appartenez pas au vieux monde en fait, Philippe Poutou? Non, on pense pas, mais de la même manière, est-ce que Macron, est-ce que c'est lui qui appartient le plus au nouveau monde ou à l'ancien monde? Encore une fois, il y a un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui dirigent et qui donnent le ton, et que du coup, c'est plus facile nous d'apparaître comme le vieux monde. Mais enfin bon, les références de Macron, c'est pas forcément très moderne non plus, quoi. Mais Maxime, jeune étudiant. Pardon, Philippe Poutou, je vous entends. Vous avez de bonnes causes à défendre, la cause ouvrière, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça prend pas parce que justement vous êtes pourri par cette doctrine un peu anticapitaliste. C'est-à-dire que moi, quand j'ai su qu'avec des gens de l'UNEF, par exemple, c'est pas qu'ils sont pas mobilisés, c'est que ça tourne en boucle autour de la même idéologie, à savoir que l'argent, c'est mal. Non, mais c'est marrant de parler comme ça, mais le capitalisme mondial est pourrissant. Enfin, on voit ce que c'est la planète aujourd'hui, et nous on pense au contraire que l'actualité c'est le rejet du capitalisme et trouver une société plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire. Au contraire, on a toutes les billes qu'il faut pour combattre ce système-là. On le voit aujourd'hui, le parasitisme des plus riches, parce que là, on peut toujours discuter comme ça de l'ancien monde et tout ça, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'était l'actualité la semaine dernière, je crois, on a un gouvernement avec des millionnaires,
Pénicaud, même Hulot. Voilà, on a, je sais plus combien, une dizaine de millionnaires, des gens ultra riches, et puis qui osent expliquer que finalement le problème aujourd'hui c'est la hauteur du SMIC, puisqu'il faudrait pas donner un coup de pouce au SMIC. Que le problème, soi-disant, mais je vais aller dans votre sens. Ça serait soi-disant le privilège des salariés. Enfin, il faudrait des ministres pauvres. On est dans. Oui, nous on est pour. Nous on est pour qu'il y ait des salariés, des ouvriers, des gens qui vivent la vie du quotidien, parce que là on aurait la garantie certainement d'une politique au service de l'ensemble de la population. Là c'est pas. Là on parlait d'un président des riches. On a un gouvernement de riches, et en fait logiquement ce gouvernement de riches mène une politique pour les riches. Voilà, on s'aperçoit très bien que ces gens-là, ils sont chez eux. La République, c'est chez eux. Ils font ce qu'ils veulent, ils se servent, ils volent, ils détournent, ils pillent. Voilà ce qu'ils font. Et alors, on s'aperçoit qu'ils n'ont, ils sont pas juste, Trotsky, votre ami assassiné. Ils sont pas juste en train de servir des capitalistes, ils se servent eux-mêmes. C'était des gouvernements de meurtriers. Et donc, Macron, quand il soutient des meurtriers comme Sisi ou des meurtriers comme Netanyahou, on peut se poser les questions aussi sur le gouvernement français. Quand le gouvernement français vend des armes à l'Arabie Saoudite, il vend des armes au Qatar, on peut aussi se poser des questions. Il y a des travailleurs aussi derrière. Non, mais là, il ne faut pas trop tout mélanger. Bien sûr qu'il y a des travailleurs. Mais il y a des travailleurs, des ouvriers qui sont pour les armes, chez Dassault et autres, qui sont contents de voir les carnets de commandes se remplir et derrière de pouvoir toucher aussi des primes de fin d'année. Vous pensez que vous aussi, c'est pas normal de vendre des armes à des dictatures comme l'Arabie Saoudite? Vous pensez ça aussi? Que l'État français ne devrait pas se compromettre comme ça et faire des affaires avec des régimes pourris? Vous pensez ça aussi? Est-ce que vous avez posé la question aux travailleurs de chez Dassault qui touchent 24 mois? Il y a plein de travailleurs. Non, mais est-ce que vous leur avez posé la question? Mais bien sûr, nous, on a des camarades CGT. Est-ce qu'ils sont contents ou pas chez Dassault? Non, parce que ça se passe très mal chez Dassault. Parce que ça se passe très mal chez Dassault, parce qu'il y a aussi des pressions, parce qu'il y a aussi des salaires qui sont revus à la baisse, parce qu'il y a aussi une intensification du travail. C'est qu'en fait, que Dassault ou une autre entreprise ait un carnet de commandes plein, de toute façon, on trinque. Donc voilà. Donc le problème, c'est même pas le niveau des ventes, parce que Ford, par exemple, moi je travaille à Ford. Ouais. Ford, ça passe très bien. Ils font des affaires, c'est 10 milliards de bénéfices, c'est des millions de dollars distribués aux actionnaires, tout va très bien. Et nous, par contre, on trinque. Ouais, non, mais nous, on trinque, nous, salariés. Et même l'usine Ford à Bordeaux, puisque je travaille là, et que demain matin, j'y serai, parce qu'aujourd'hui, je suis effectivement pour mon jour NPA. Donc, à partir de demain, j'y suis. On prépare une grève pour jeudi, parce que notre usine est menacée de liquidation dans 1 an. Alors qu'on est dans une multinationale qui a les carnets de commandes qu'il faut, et qui fait du pognon. Donc, en fait, le problème, c'est pas ça. Et donc, après, là, on a un peu dévié, mais pour la question de la vente d'armes, nous, on pense que l'État français qui vend des armes, c'est à des dictatures ou à des régimes pourris, ça pose un problème, évidemment. Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, vous restez avec nous. À tout de suite pour le grand oral des GG. Alors, moi, je comprends les combats que vous défendez, mais je les trouve tout à fait légitimes. La seule chose qui me gêne dans votre mouvement, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu contre le droit, pour l'insurrection. Vous voyez, que la bataille, elle doit aussi se passer contre le droit. Alors, si on tape du policier, tout à l'heure, vous parliez des manifestations, vous disiez que ça avait un peu vers la violence, ça n'a pas l'air de vous déranger. Moi, ça me dérange. Et je voulais savoir, justement, au sujet de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous cautionnez le fait que ce soit occupé de cette manière? Le fait qu'on ne puisse pas rentrer et le fait même que les gens se préparent à attaquer la police au cas où elle viendrait intervenir? Surtout que l'occupation est illégale. Nous, bien sûr qu'on défend complètement l'occupation de la ZAD, on soutient les zadistes. On considère que le droit, il est de ce côté-là, justement. Il n'est pas du côté de l'État. Quel est le droit? Je commence à répondre. Après, laissez-les répondre avant de. Je considère que l'État français, les collectivités territoriales sont hors du droit, justement, parce que elles arrivent, parce que sinon c'est facile. On dit, voilà, la démocratie, c'est ça. On élit des gens et puis ils font tout et n'importe quoi. Ils font un aéroport qui se justifie pas, parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, on va peut-être même vers le retrait du projet, mais enfin, ce projet-là est complètement indéfendable. Et ceci dit, depuis des années, mais comme Sivens, par exemple, on a détruit une forêt là-bas, pour au bout du compte, que la déclaration d'utilité publique soit annulée. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour finir, c'est que nous, on pense que la démocratie, c'est la population qui s'organise, qui décide, et aujourd'hui, le droit, il est du côté des associations, du côté des artistes, et contre ceux qui imposent des projets. En plus, c'est un projet uniquement pour les financiers comme Vinci. C'est pas du tout un projet qui a le souci de répondre aux besoins de la population. Emmanuel Macron décide finalement de ne pas faire cet aéroport à Notre-Dame-les-Landes. Ce qui serait une bonne nouvelle pour nous. Mais... Oui, il faudra, visiblement, c'est peut-être le scénario vers lequel on se dirige. Finalement, il faudra quand même évacuer la ZAD. Vous êtes d'accord avec ça? Mais non, après ça dépend, il faudra discuter. Non, parce que là, le ton qui est donné par Collomb notamment, où il dit on va essayer d'éviter qu'il y ait des morts. Enfin, vous avez entendu cette phrase qui est un peu inquiétante. C'est-à-dire qu'on se rappelle tous de Rémi Fraisse à Sivens, qui a été tué par les interventions de police. Donc le problème qui peut être posé, c'est parce que ça fait quand même des années que... Il a été tué par l'idéologie de ses amis.
certainement pas. Il a été tué par la police. On n'a pas fait tomber un arbre à Sivins, contrairement à ce que vous dites. Si, la forêt a été détruite. Si, bien sûr que si. Écoutez, moi j'ai visité, pardon. N'importe quoi, la forêt a été détruite. Vous racontez des histoires, mais longues comme le bras, Philippe. Attendez. Bon, après, il faudra faire des recherches et vous verrez par la suite, je serai plus là pour... Sur la ZAD, pourquoi les zadistes devraient rester sur place si l'aéroport ne se fait pas? Déjà, si l'aéroport se fait pas, ça donne raison quand même aux associations et aux zadistes qui depuis le temps argumentent pour dire qu'à la fois c'est anti-écologique, antisocial même, et que c'est un gaspillage financier et d'argent public faramineux. Donc forcément c'est une victoire, mais au-delà de la victoire, ça leur donne raison. Donc il se trouve que depuis qu'il y a l'occupation de la ZAD, donc on va dire depuis quelques années, au moins depuis 2011-2012, il y a une vie collective qui s'est mise en place. Et il y a des gens qui ont remis en marche, il y a la fabrication de la farine, il y a de l'agriculture. Donc il faut les laisser. Donc ça peut se discuter, ça justement. À partir du moment où il y a une vie sociale qui est là, pourquoi dire on va virer tout ça? Pourquoi est-ce que ça correspond pas à une utilité pour la population et tout ça? Donc on peut très bien, par contre, discuter démocratiquement de ce qu'on peut faire. À partir du moment où les zadistes ont eu raison, on leur donne raison. Il faut, je pense, traiter la façon illégale. Moi, si je viens chez vous et si je me mets à faire des fromages de chèvre, ça ne m'autorise pas à rester chez vous. C'est quoi qui est illégal ou légal? Est-ce que c'est facile quand on a le pouvoir de dire tout ce qu'on fait c'est légal? Non, on considère nous que la population quand elle s'organise, elle peut très bien mettre en place. Ça ne leur appartient pas. Regardez, vous avez dit autre chose là. Vous avez dit tout à l'heure. Mais Macron, Chambord, ça lui appartient pas. Il y a des tas de choses qu'ils font. Il le loue. Ils le louent. Ils font comme bien sûr. N'importe qui peut le louer d'ailleurs. Ben oui. N'importe qui peut le faire. Oui, bien sûr que non. Mais vous savez quoi? J'ai sur internet. C'est loué. Je peux le louer le week-end prochain si vous voulez. On part ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. L'actualité pour moi, c'était pas les ministres millionnaires, mais c'était plutôt la une du Monde qui racontait et qui s'appuyait sur les travaux de Branko Milanovic, qui explique très bien la fameuse courbe en éléphant, qui explique très bien qu'il y a 1% de la population qui récupère les 27% de richesse de la population. Ça, en effet. Mais excusez-moi, j'ai lu très attentivement et pendant la présidentielle et avant de vous recevoir pendant tout le week-end votre programme. Et je ne lis pas des réformes économiques. Je ne lis pas comment vous remettez en cause le principe du capitalisme. Expliquez-moi. Mais nous, on pense qu'il faut exproprier, qu'il faut qu'en fait l'économie elle soit entre les mains de la population, sous contrôle de la population. Donc ça, c'est la question de la socialisation et donc de la réappropriation. On voit bien qu'aujourd'hui, alors après évidemment qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais on voit bien que l'économie d'aujourd'hui, elle est incapable de répondre aux besoins de la population. Ça, c'est vrai. Plus de pauvreté, plus d'inégalités, des gens ultra riches comme des milliardaires qui ont 30, 40 milliards comme ça, on s'emmerde plus maintenant. Ça, vous voyez, des gens au gouvernement ultra riches. Non mais c'est la routine. On voit la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on discute, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une société où les richesses sont réparties, où ceux qui travaillent, ceux qui produisent des richesses, ils peuvent vivre décemment. Et donc ça pose le problème effectivement du fonctionnement de base du système économique. Et donc ça pose le problème effectivement de la réappropriation des moyens de production. Et donc c'est ça qu'on discute. Donc ça passe par une réquisition, ça passe par de l'expropriation, ça passe par la remise sous contrôle de l'ensemble de la population. Et là on pense qu'on pourrait avoir une économie beaucoup plus démocratique, où il y a la possibilité justement de discuter collectivement de ce qu'on fait. L'argent, où c'est qu'on le met l'argent? Est-ce qu'on le met dans les hôpitaux ou est-ce qu'on le met dans l'industrie de l'armement? Et donc ça vaut le coup quand même de discuter de ces priorités-là. Même la question du chômage, est-ce qu'on peut pas discuter de solutions différentes que les aides toujours éternelles aux grandes entreprises? On pourrait très bien discuter qu'on peut baisser le temps de travail, répartir le travail entre toutes et tous de manière à ce qu'il n'y ait plus de chômage. Discuter entre 66 millions d'habitants, à un moment, il faudra avoir des instances représentatives. C'est pas vrai. Bien sûr. Donc, il y a un moment, on reviendra à une démocratie représentative. Du peuple. Voilà. Ouais, mais démocratie, ça veut dire que des gens normaux soient au pouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est complètement squatté par les plus riches ou par des gens qui sont au service des plus riches. C'est ça le problème qui est posé. On peut pas avoir une politique qui réponde aux besoins de l'ensemble de la population, alors que la minorité qui est au gouvernement, elle fait partie de l'élite. On le voit bien tout le temps, c'est comme ça, c'est au service des plus riches. L'ISF qui est supprimé et on attaque les APL. C'est tout le temps pareil. On va contrôler les chômeurs de prix, on contrelle pas les fraudeurs fiscaux. Donc, et c'est tout ça qui se passe. On a récupéré beaucoup d'argent. Non mais regardez Philippe, aujourd'hui il y a une politique qui vise mais c'est comme quand vous dites vous affirmez des trucs comme ça. Vous nous dites tout à l'heure l'argent public, les aéroports. Vous devriez savoir qu'en France, les aéroports, il n'y a pas qu'à Notre-Dame, mais partout, ils sont financés par les voyageurs. Non, le modèle de financement, c'est les voyageurs. C'est pas l'argent public. 2, vous nous dites alors il y a ceux qui accumulent tout. Pardon, mais j'ai envie de vous citer cet exemple. Vous êtes syndicaliste, je crois, non? Oui. Vous êtes à la CGT. Oui. Quand on confie le comité d'entreprise d'EDF à la CGT, ils le foutent en faillite. Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans des gens comme vous?
C'est certainement pas ça qu'il faut en faillite. Qu'il y a des problèmes de gestion. Non, mais qu'il y a des problèmes de gestion dans les CE. Il y en a eu, voilà. C'est même terminé au pénal. Le problème d'EDF, c'est bien au-delà d'une question de gestion de CE. C'est tout le problème de la marchandisation des services publics. Il y a effectivement une destruction du service public, y compris dans l'énergie, dans les transports, à la poste, dans l'éducation nationale. Mais ça, c'est un autre problème beaucoup plus profond que la question de la gestion de la CE. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hommage national à Johnny? Je me protège. Je ne discute pas du tout de Johnny Hallyday, mais c'est écœurant. La gestion des obsèques, c'est écœurant. D'ailleurs, encore une fois, on a vu cette élite ultra riche. D'ailleurs, c'était un repère de fraudeurs, un repère de voleurs qui avait à l'intérieur de la Madeleine. C'était un président, 2 ex-présidents, voilà. Et puis ils sont chez eux, quoi. Donc oui, il y a quelque chose qui est écœurant, et on a l'impression que ce monde de riches, cette élite-là, je parle pas de ceux qui étaient sincèrement aux obsèques dans la rue, à l'extérieur, et qui chantaient, voilà. Parce que le problème, il est pas là. C'est même y compris la gestion médiatique. Enfin, c'est quand même dingue. Et Johnny enterré à Saint-Barth. Hein, c'est normal, le fraudeur fiscal jusqu'au bout, il est fraudeur fiscal. Hein. Alors, en fait, il va. Pour vous, Johnny, c'était un fraudeur. Une fois mort, il continue, quoi. Pour vous, c'est un fraudeur fiscal, Johnny. Johnny, pour vous, c'est un fraudeur fiscal. Mais là, oui, il est connu pour ça aussi, et c'est pas le seul. D'ailleurs, autour de lui, aux obsèques, dans la Madeleine, il y avait pas mal de fraudeurs fiscaux. Il y avait Balkany, je crois, qui était là, et c'est quand même un champion du monde pour ça. Donc en fait, voilà, on a une élite, ce qui s'appelle comme ça aujourd'hui. On a cette case de privilégiés qui fait sa petite fête. C'était quelqu'un de leur monde. Oui, mais le président Macron, qui fait un discours devant la Madeleine. Nul, son discours nul, ridicule, avec ses grandiloquences et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est écœurant. Mais là, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un niveau de pauvreté qui est réel, même s'il y en a qui le voient pas. Il y a un ras-le-bol. Et aujourd'hui, je le nie. Aujourd'hui, même à l'usine, ça a discuté évidemment, parce que Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui est énormément, évidemment, apprécié. Oui. Beaucoup ont des disques, tout le monde a vécu plus ou moins, enfin, à part les tout jeunes peut-être, mais ceci dit, à l'usine, ce qui discutait, c'était évidemment, il y avait ceux qui étaient tristes de la mort de Johnny Hallyday, ou ceux qui se rappelaient les super chansons et tout ça. Mais ce qui dominait dans les réactions, c'était l'écœurement par rapport à la place que ça prenait dans les médias. Parce qu'on peut adorer Johnny Hallyday, on peut aimer ce qu'il a fait, on peut remarquer que c'est un des artistes qui a tenu 60 ans de carrière quasiment. Donc ça, on peut le reconnaître. Mais à côté de ça, on peut être écœuré par la gestion médiatique et par ce côté, grande cérémonie. Bling, alors qu'en fait, le même jour, il y avait quelqu'un qui mourait d'un cancer des poumons lié à l'amiante parce qu'il avait bossé pendant 40 ans. Et ça, on n'en parle plus. Donc c'est aussi ça, ce décalage-là qu'il y a, c'est qu'il y a des vrais problèmes, et il y a le sentiment toujours qu'il y a une classe sociale, une caste qui fait sa fête dans son coin, et puis à côté de ça, il y a une véritable détresse humaine, misère humaine, des difficultés au quotidien, et on aimerait bien que ces choses-là apparaissent un peu plus dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est ce côté de décalage qui est écœurant. Que pensez-vous de l'idée, de la volonté du gouvernement de recenser, de contrôler les migrants dans les centres d'hébergement pour mieux ensuite répartir les flux migratoires ? Nous, on pense que c'est à l'opposé, justement. Alors, encore une fois, on va apparaître comme soit complètement dingue, soit complètement utopique. Mais nous, d'ailleurs, j'étais à Menton, là, ce samedi, il y avait une manifestation en soutien aux migrants. Et nous, on revendique la liberté de circulation et d'installation, on revendique l'ouverture des frontières. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, c'est qu'il faudrait donner les moyens, parce qu'il y a deux choses. Il y a cette question politique d'ouverture des frontières, parce que nous, on rejette cette idée d'enfermement, cette idée qu'il faut des frontières, que chacun chez soi, tout ça, on rejette ça. Mais après, il y a aussi la question de l'urgence humanitaire. Nous, on pense il faut donner les moyens pour accueillir les gens, et décemment, et on a les moyens, la France a les moyens, l'Union européenne a les moyens, et ce jeu de dingue de fermer les frontières à Schengen, ça provoque derrière des camps de travail, Philippe Poutou, le problème, donc nous on est pour l'accueil, et on est pour mettre les moyens. Il faut ouvrir les frontières, il faut accueillir tout le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est la montée de l'extrême droite. Regardez en Autriche ce qui se passe en ce moment, l'extrême droite est au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé chez nous, l'extrême droite est arrivée au 2e tour. Donc aujourd'hui, ce discours d'ouverture, les frontières, etc., est totalement en décalage par rapport à quand même des craintes, des peurs qui s'expriment par la montée de l'extrême droite. Vous avez raison dans ce que vous décrivez, mais la meilleure réponse, c'est justement de combattre cette idée de l'extrême droite qui est celle de s'enfermer derrière des frontières. Et combattre ça, ça veut dire justement affirmer l'inverse, et affirmer en quoi une société humaine, elle ne peut que reposer sur une liberté de circulation. Sinon, on construit l'inverse. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, l'extrême droite devienne de plus en plus forte, parce que tout le monde reprend un peu cette idée-là. Il y en a très peu qui aujourd'hui disent il faudrait pouvoir circuler. Merci. Circulation des capitaux. Permettez-moi, Philippe Poutou, dans le traité qui fonde l'Union européenne, il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. C'est pas ça qui se pratique. Des capitaux, oui, mais pas des biens et des personnes. Mais si, c'est la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. C'est comme ça que c'est inscrit dans le traité. Enfin, et c'est un peu paradoxal. Excusez-moi, et je me pose vraiment la question d'aller défendre finalement une économie
très marxiste. Moi, je pense au fur et à mesure que je vous écoute que vous n'êtes pas marxiste et que vous êtes une sorte, pardonnez-moi l'expression, et je l'emploie volontairement, une sorte d'idiot utile du capitalisme. Ouais, mais ça c'est bien, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je m'en moque complètement. Marxiste, vous y connaissez pas grand chose en marxisme, mais vous pouvez très bien le dire, et puis c'est pas moi qui vais me battre pour dire si je suis marxiste. Nous on est anticapitaliste, on pense qu'il faut transformer la société, et on pense qu'aujourd'hui, mais non mais vous mélangez tout. La liberté de circulation, c'est même, ça devrait être un droit fondamental sur la planète. Donc, et vous reconnaissez vous-même qu'en revendiquant ça, eh ben c'est pas ce qui existe aujourd'hui. l'Union européenne ne permet pas la liberté de circulation. Le seul truc que vous revendiquez, c'est exactement la même ligne que la circulation des capitaux. C'est ce qui fonde l'Union européenne, monsieur Poutou. Mais non, mais bien sûr que non. Mais si, mais monsieur, je vais vous envoyer le traité, c'est ça, je vous assure, c'est la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux. Ça peut, vous pouvez pas. Sauf que pour vous, c'est surtout les capitaux et la finance qui circulent. Bien sûr, les capitaux, les fraudeurs circulent librement. Les paradis fiscaux, c'est libre, effectivement. Là, de ce côté-là, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, un fraudeur, d'ailleurs, c'est ce que disent les gouvernements, c'est qu'on ne peut pas contrôler la fraude fiscale. C'est hyper compliqué. Même les grosses entreprises comme Google et tout ça, finalement, ça devient très compliqué. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, les capitaux, ça part n'importe où et que c'est beaucoup plus facile de contrôler les individus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais de la même manière que c'est plus facile de contrôler un chômeur. On va faire chier un chômeur parce qu'il aurait soi-disant de l'indu et donc là on va lui demander de rembourser. Par contre des gens qui détournent des millions voilà, donc c'est là pour moi. Non mais il y a vraiment deux mondes. Il y a un monde de riches avec ses propres règles et il y a un monde de pauvres avec des règles complètement à l'opposé. Et nous ce qu'on revendique, et c'est là où ça ne s'oppose pas, parce que quand on discute qu'il faut la liberté de circulation, qu'il faut accueillir les migrants, ça ne s'oppose pas, parce que des fois il y en a qui nous disent oui mais regardez il y a des SDF, il y a des Français qui sont dans la merde, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas. C'est vrai, mais ça ne s'oppose pas. Et nous on pense qu'il faut construire un monde justement où on se méfie pas de l'autre. Le tri entre les pauvres. Non, on veut pas faire le tri de la même manière qu'un migrant. On veut pas faire le tri entre le migrant qui serait victime, qui serait un exilé politique, ou de celui qui serait victime d'une catastrophe climatique ou d'une catastrophe économique. Non, on pense qu'il faut pas sélectionner, il faut pas choisir. Et après, le problème, c'est comment on arrive à construire ce monde-là. Et il se trouve que le capitalisme, il est pas capable de construire un monde justement où il y a de la solidarité, où il y a de la coopération. Et c'est ça qu'on dénonce dans le capitalisme. Dernière question, Joël Dagosseri, il nous reste 1 minute 30. Oui, vite fait, une petite question hyper légère. Suite à votre passage pendant le débat, vous avez été un peu la star des réseaux sociaux et même dans ma famille, vous étiez vraiment c'était Poutou à fond, c'était la star. Non mais c'est vrai, c'est dingue parce que moi ce que je veux savoir c'est déjà, est-ce que ça vous a ramené plus d'adhérents au NPA suite à ce passage, et est-ce que vous êtes vraiment en retrait par rapport aux autres hommes politiques, parce qu'on vous a vu très en retrait, c'est-à-dire même presque froid avec eux, ou est-ce que c'est un peu comme on découvre un peu après, comme avec Jean-Jacques Urvoas et puis Thierry Solaire, que vous êtes très potes, ou alors que vous avez quelques potes ou des affinités avec certains hommes politiques? Aucun, zéro. Aucun. Non, il y a deux mondes, il y a vraiment deux mondes. Ça s'est vu un peu au débat. C'est pas juste jouer un rôle ou quoi que ce soit. Il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde de la politique professionnelle et puis c'est aussi deux camps sociaux différents. Et c'est vrai que moi je suis un salarié, un ouvrier, et voilà, il y a même pas besoin d'en rajouter. C'est que c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que l'histoire de la photo, c'est aussi cette idée que non, on n'est pas dans la même catégorie, on n'est pas du tout du même monde. Non, il y a aucune. Après, évidemment, il y a des hommes politiques à gauche à qui je serre la main, Mélenchon, Benoît Hamon, ok, et puis d'autres avec qui je serre pas du tout la main. Gauche, pourquoi elle n'arrive pas à se réunir? Mais ça, c'est un problème qu'on a effectivement. C'est un débat qu'on a intérêt à régler rapidement. On a une gauche qui est complètement éparpillée, complètement fragilisée. Bon, à l'image du PS, mais le PS, ça fait un petit moment qu'il était plus de gauche, donc c'est pas lui qu'on va pleurer. Mais c'est vrai qu'on a un problème politique, c'est comment aujourd'hui on reconstruit une véritable gauche, mais une gauche de combat. C'est Mélenchon qui peut le faire? Mélenchon, on a des désaccords avec Mélenchon, évidemment qu'avec Mélenchon, il y a des tas de choses à faire avec Mélenchon et les militants de France Insoumise. D'ailleurs, on se retrouve dans des manifestations et tout ça, donc évidemment que la question elle est posée de comment on peut construire quelque chose, mais nous on pense que la perspective elle est plus dans la rue, plus dans les mouvements sociaux que dans les perspectives électorales. C'est ce qui nous sépare qui fait qu'on diverge avec Mélenchon. Et c'est vrai que nous on est vraiment dans la discussion de construire un outil politique qui soit celui des opprimés, des salariés, de la population, qui puisse se réorganiser et pouvoir se défendre contre les attaques ultralibérales.